Vous l'aurez compris en écoutant le professeur Scaillé ce matin. C'est pas facile d'y arriver, mais on peut y arriver. Il y a beaucoup de raisons d'y croire encore. Et personnellement, je vais illustrer trois thèmes ce matin. Donc d'autres raisons d'y croire encore que celles qui vous a lui-même mentionnées. Je vais utiliser d'autres statistiques qui sont issues d'un des acteurs majeurs de la gestion indicielle en Europe, donc qui sont, entre guillemets, insoupçonnables et qui sont totalement objectifs. Vous verrez que ça confirme, dans d'autres termes, un peu ce que vous avez dit. Je vais aussi vous parler après de quelques effets pervers de la gestion active, de la gestion passive, pardon, pas en tant que telle, puisque la gestion passive peut trouver des utilités dans un certain nombre de situations, mais le fait qu'il y ait une forte concentration auprès de certains acteurs. Est-ce que vous savez que 60% des actifs gérés en gestion passive sont entre les mains de 3 acteurs. 3 acteurs. Donc ça peut créer un certain nombre d'effets, à la fois sur les entreprises, mais aussi sur le système financier lui-même. Je vais vous illustrer notamment 2 études récentes qui ont été publiées sur ces sujets. Et puis enfin, je vais aussi faire quelques considérations plus, on va dire, philosophiques, ou voire éthiques. Pourquoi est-ce qu'il faut quand même continuer à faire de la gestion active? Voilà. Alors, ces graphiques sont issus d'une recherche qui est publiée très régulièrement par une équipe dédiée chez Lyxor. En fait, ça fait une douzaine d'années qu'ils scrutent tout l'univers des fonds, et qui font des statistiques. Ici, vous avez les statistiques les plus récentes. Donc, ça concerne, si je sais comment ça marche, non, c'est pas comme ça. Enfin bref, vous voyez, c'est H1 2019, donc c'est le premier semestre de cette année. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, en particulier dans la gestion action, la gestion action, c'est la courbe bleue au centre, 40% de tous les gérants actifs qu'ils ont analysés sur ce semestre ont surperformé. 40%. Ça corrobore un peu ce qui ressort un peu de votre étude, c'était 37% sur un horizon plus large. Sur le marché US, ici c'est le marché global. Et on surperforme aussi dans la gestion active obligataire. Et quand on regarde l'agrégat de tous les gérants, dont on peut trouver les statistiques sur les fonds de placement dans toutes les bases de données existantes, on voit que 42% des gérants arrivent à surperformer. La difficulté n'est pas là. La difficulté, vous la voyez déjà ici d'une certaine façon, c'est que ça fluctue d'un trimestre à l'autre et ça fluctue d'une année à l'autre. Donc sur 10 ans, vous voyez sur la partie droite du graphique, vous voyez que sur 10 ans, donc 10 ans d'historique, on a des chiffres qui montrent qu'à peu près la moitié des gérants arrivent à dégager de l'alpha. De l'alpha, cette fois-ci pris au sens de l'investisseur, donc de la surperformance. Par contre, vous voyez aussi, si vous regardez l'année 2018 et puis le premier trimestre et le deuxième trimestre 2019, que ces pourcentages fluctuent. Et d'une année à l'autre, il peut y avoir de grands sauts. Et puis si on s'intéresse, puis on va chercher dans les divers segments de marché, ici je n'ai pris que le marché des actions, vous voyez que là aussi, il y a des segments où l'alpha est plus évident que d'autres. Ça aussi, ça corrobore un peu les résultats de votre étude, professeur Scaillé. On va, par exemple, que dans le segment des small caps ou dans le segment des marchés émergents, il y a un peu plus d'alpha que, par exemple, dans les large caps dans certains pays. Mais le constat, si vous le regardez sur 10 ans, vous voyez qu'il y a toujours à peu près 40-45% de gérants qui surperforment. La difficulté, c'est que c'est rarement les mêmes qui surperforment pendant 10 ans. C'est rarement les mêmes. Alors ça arrive, il y a des exceptions. Et donc, toute la difficulté lorsqu'on est
en train de mettre en œuvre de la gestion active, c'est de sélectionner en permanence les gérants qui sont dans les bons quartiles. Et ça s'appelle du travail. Ça s'appelle du travail. Et ça s'appelle du travail. Il n'y a pas d'autre méthode. Il faut énormément de monitoring. Il faut énormément de contacts. En fait, il faut faire de la gestion active de gérants actifs, un peu comme on fait de la gestion active d'entreprise. Hein? Et Bruce vous parlera tout à l'heure de comment nous sélectionnons les entreprises. Et donc ce travail-là, ça vaut la peine de continuer à le faire parce qu'il y a du talent. Voilà. Donc on a toujours des raisons d'y croire. Maintenant, parmi les effets pervers, alors je ne vais pas parler d'une problématique qui est liée à la liquidité, les effets néfastes ou positifs sur la liquidité, avec la masse d'actifs qui sont engrangés par les gérants passifs. Mais il y a une étude qui est très intéressante qui vient d'être publiée, notamment aussi quelqu'un de l'Université de Genève qui a participé. C'est le comportement d'un gestionnaire de fonds dans sa politique de vote. Vous savez que quand vous confiez de l'argent à une entreprise, en anglais on appelle ça un agent, donc on parle ici d'agency conflicts, on confie de l'argent à un agent, et les porteurs de parts ou les investisseurs sont censés contrôler ce que l'entrepreneur fait avec leur argent. Donc il peut y avoir un conflit d'intérêts. Alors cette étude a passé en revue, et c'est d'ailleurs très intéressant à la lire, les votes de tous ces fonds aux États-Unis sur une bonne dizaine d'années, puisqu'aux États-Unis, vous savez que les procédures de vote doivent être enregistrées. Vous pouvez même, c'est ce qui est mentionné ici, le Schedule 13D, vous pouvez déclarer que vous allez vous opposer au management si vous n'êtes pas d'accord, etc., etc. Les constats sont assez intéressants. D'abord, ce n'est pas une surprise. En général, les gérants passifs votent beaucoup plus avec le management que contre le management. On est d'accord. Mais là où ça devient intéressant, lorsque les votes sont controversés, ou les propositions sont controversées, où là, effectivement, les gérants passifs votent sensiblement plus en faveur du management que les gérants actifs. Et donc, ça induit, et c'est ce qu'essaye de démontrer cette étude, quand même un changement d'attitude des investisseurs institutionnels passifs par rapport au management. Et ça donne un peu plus de pouvoir au management. Imaginez que vous êtes je sais pas, gérant d'un fonds qui a 2 milliards, que votre première position est la première position de l'indice. Si vous n'êtes pas d'accord avec le management, vous n'avez pas d'autre choix que de rester investi. Non. Et c'est assez logique. Et on pointe ici du doigt quand même un début de transfert du pouvoir et du contrôle de l'investisseur vers le management, surtout dans les grosses compagnies et surtout dans les marchés très suivis par la gestion indicielle. Il y a une autre chose intéressante dans cette étude qui n'a rien à voir avec la gestion passive, c'est le comportement des gérants actifs. Théoriquement, un vrai gérant actif, lorsqu'il n'est pas d'accord avec le management, il n'a qu'un choix, c'est de vendre ou de ne pas acheter. Et c'est quand même assez intéressant de voir que même les gérants actifs ont assez tendance à suivre le management, même dans les votes controversés. Donc ça peut poser aussi quelques questions sur le vrai côté actif de certains de ces gérants par rapport à leur mission, qui consisterait, comme on le dit chez nous, de voter avec ses pieds. Pas voter avec son argent, mais voter avec ses pieds. On n'est pas d'accord, on sort. C'est la seule sanction possible, et c'est aussi la seule qui peut avoir un impact réel sur le management. Ça, c'est un premier impact. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce type d'approche, d'ailleurs qui vont probablement être de plus en plus utilisés avec le développement actuel de la gestion dite ESG, la gouvernance, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une compilation de données assez extraordinaire qu'ils ont fait sur une bonne dizaine d'années sur le marché US. Et vous pouvez la trouver, donc je vous ai mis ici la source, elle est facilement découverte sur Internet. Il y a un autre débat qui commence à poindre.
On parle beaucoup dans les marchés de la liquidité. Alors, les tenants de la gestion passive disent que les fonds passifs contribuent à augmenter la liquidité. Et puis les tenants de la gestion active disent non, non, ils réduisent la liquidité parce qu'ils trustent les grandes positions, donc, etc., etc. Donc ça, c'est un débat, on va dire, on ne sait pas très bien où se situe la limite. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'avec la croissance qu'on a connue depuis, on va dire maintenant, une dizaine d'années, dans un segment très spécifique de la gestion passive que sont les ETF, dans la gestion passive, on va dire en format gestion collective, vous avez des mutual funds, des fonds de placement traditionnels, et puis vous avez des ETF qui ne sont d'autres que des fonds de placement, mais avec des actions, des parts qui sont cotées et donc qui elles-mêmes ont une liquidité qui est différente de la liquidité des actifs sous-jacents. Donc c'est des constructions qui sont, on va dire, pour le commun des mortels, assez faciles à comprendre. Vous achetez une action, puis derrière vous avez... Non, 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 ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Quand on voit la construction juridique d'un ETF, et surtout les ETF qui font de la réplication non pas physique mais synthétique, avec des dérivés, avec des swaps, avec tout ce que vous voulez, derrière il y a une nébuleuse de contrepartie, qui font que selon ce qui peut se passer sur le marché, ça peut induire un certain nombre d'effets pervers sur le comportement des investisseurs et donc aussi sur ce qu'on a regardé ici, le risque systémique induit par ces opérations liées aux ETF. Alors ici, cet institut qui est le European System Risk Board, qui a été constitué après la crise en 2010 pour surveiller les risques systémiques en Europe, a publié une analyse assez intéressante. D'abord, elle explique ce phénomène, puisque ce sont des instruments que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, ou que beaucoup de gens utilisent, mais que personne ne comprend réellement, ou dont personne ne comprend réellement le vrai fonctionnement et ce qui se cache derrière, et a identifié qu'il y avait un certain nombre de possibilités de transmission de risques systémiques sur tout le système financier. Alors, je ne vais pas non plus entrer dans le détail de ces risques, mais si vous voulez, le risque essentiel est lié au fait que entre les actifs d'un fonds de placement type ETF et l'investisseur qui achète des actions de l'ETF, il y a une dissociation. Il y a une dissociation. Et donc vous avez parfois l'illusion, parce que ces ETF sont très liquides, ils sont traités la plupart du temps sur des bourses organisées ou sur des bourses, on va dire, de type secondaire, et donc vous pouvez les échanger pratiquement à chaque seconde, vous avez un prix, etc. Mais il y a une dissociation. Et selon les circonstances de marché, vous pouvez avoir des écarts significatifs entre le prix auquel vous allez acheter ou vendre votre ETF et la NAV du fonds, parce qu'en fin de journée, le fonds doit quand même calculer une NAV, donc comme tous les fonds de placement. Et donc, dans certaines circonstances, et en particulier sur ces ETF synthétiques, ça peut poser un certain nombre de problèmes, notamment des conflits d'intérêts, parce que souvent, il y a une confusion entre le promoteur, le teneur de marché, celui qui fait la liquidité et le distributeur, et donc avec des entités qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs et les mêmes missions, donc il peut y avoir des conflits. Et puis il peut aussi y avoir des problèmes opérationnels. Et dans cette étude, il mentionne d'ailleurs un exemple qui je trouve assez symptomatique de ce qui peut se passer dans certains types d'actifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de février 2018. Février 2018, un pic de volatilité. Des fonds qui spéculaient sur la volatilité à la baisse se sont écroulés, perdu 95% de la valeur. Ils ont été fermés. Et puis d'autres qui spéculaient au contraire ont gagné 95% de valeur. Et en fait, dans l'étude, on démontre le mécanisme par lequel ceci a été en partie rendu possible. Pourquoi? Parce qu'un ETF passif, doit discloser en permanence les sous-jacents dans lesquels il investit. Alors, peu importe les flux,
peu importe le flux, le marché sait qu'à un certain moment, vous allez devoir faire quelque chose. Et en plus, dans certains marchés, en l'occurrence ici c'est un marché très organisé, à 4 heures de l'après-midi, on doit traiter sur certains instruments. Et donc le marché savait très bien qu'à un moment donné, à un temps T, il y allait y avoir des gros ordres. Et donc, ils ont été, entre guillemets, court-circuités par le marché. Ça s'appelle, vous connaissez bien le terme, si ce n'est pas de l'insider trading, je ne sais pas très bien ce que c'est. Et donc, ce risque-là est présent dans tous les ETF. Donc, si vous faites, et c'est respectable, si vous allez vers la gestion indicielle, faites très attention à la construction du produit auquel vous allez vous exposer. Donc, pour l'instant, ce papier reste au niveau des risques. Il n'y a pas encore eu de mesures proposées ou annoncées, mais ça risque bien de venir un jour pour éviter que ces risques-là se transmettent après dans le système financier, parce que, évidemment, dans tout ce qui est synthétique, il y a des positions ouvertes à peu près chez tous les acteurs. Voilà. Maintenant, d'une façon un peu plus, on va dire, philosophique ou éthique, première question que l'on peut se poser, est-ce qu'on est vraiment obligé d'acheter des entreprises qu'on ne déteste pas, voire qu'on déteste? Est-ce que ce n'est pas un devoir, lorsqu'on gère de l'argent fiduciaire, je dis bien lorsqu'on gère de l'argent fiduciaire, d'acheter des entreprises qu'on aime? Et je pense que cette question-là, chacun pourra apporter sa réponse. Nous, on a choisi notre propre réponse. Nous, on préférera toujours nous battre pour acheter des entreprises que l'on aime et éviter les entreprises où on pense qu'il n'y a pas de potentiel ou pas de gain à court, moyen ou long terme. Le deuxième aspect, qui est évidemment aussi très très important pour un acteur ou un professionnel de la finance, a priori, lorsque vous faites de la gestion indicielle, vous n'avez même pas besoin de gérant. Vous pouvez créer un algorithme, vous lui donnez les inputs et puis il envoie les ordres et ça se passe très bien. C'est quand même assez dommage, quand on est dans la finance et qu'on se dit qu'on est un gérant de fortune, de se priver volontairement de ce qui fait la beauté du monde et aussi la performance sur la durée, de se priver du dialogue permanent avec les entrepreneurs. Là, on devient vraiment un singe. Et encore, le singe, lui, il peut encore se tromper de trajectoire. Là, on va systématiquement acheter tous les titres sans aucune, on va dire, sans aucun discernement. Et donc, pour nous, surtout venant du fait que nous sommes à la base surtout une banque d'entreprise, on n'est pas d'abord un investisseur ou un gérant de fortune ou un asset manager traditionnel, mais d'abord une banque d'entreprise. Pour nous, c'est très important d'avoir cette présence permanente dans l'économie réelle, que ce soit directement, vous allez voir tout à l'heure comment on le fait, mais que ce soit aussi à travers d'autres gérants qui ont d'autres talents que nous n'avons pas sur d'autres marchés ou sur d'autres classes d'actifs. Après, il y a des considérations aussi un peu plus éthiques, vous l'avez souligné, chez tout investisseur, comme chez toute personne qui est impliquée dans un processus de gestion, il y a évidemment aussi une industrie qui se cache là derrière. Puis on a un job, et puis on a peut-être aussi un besoin de se sécuriser, de se protéger, et de garder sa Porsche, si on en a une, ou sa maison, etc. etc. Et donc, dire qu'on se réfugie dans la gestion passive simplement pour éviter ce type de problème, pour nous, c'est une très mauvaise raison. C'est même une raison qui est très contestable, parce que ça voudrait dire qu'on n'accepte pas une mission que l'on aurait reçue de préserver la valeur ou d'essayer de capter plus de valeur. Et donc, il y a quand même, et on le voit de plus en plus, beaucoup de personnes qui prônent que la gestion passive. Ben ça vous préserve de tous les coups. La seule chose dont vous êtes sûr en faisant ça, c'est que vous ne battrez jamais le marché. Jamais. Et ça, je pense, dans les statistiques, ça se verrait très bien. Et puis, le dernier point que je voulais mentionner, intellectuellement aussi,
est-ce que vous pouvez imaginer que nous, en tant que banque commerciale, c'est un exemple qu'on utilise souvent avec Blaise Gutschin, on s'amuserait à donner un crédit systématiquement à chaque entreprise qui est inscrite au registre du commerce? Je pense qu'on ne ferait pas long feu. Si on faisait ça, ça n'a aucun sens économique. Ben, la gestion passive, c'est rien d'autre que ça. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a une trentaine d'années, une banque à Genève a fait ça. Ça n'a pas duré très longtemps. Systématiquement, quand une entreprise était enregistrée au registre du commerce, on prenait le capital et on lui donnait un crédit en blanc pour le même montant. Bon, ils ont arrêté au bout de 9 mois parce que ce n'était pas une bonne stratégie. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces quelques considérations. Merci de votre attention.